Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. Les activités sont restées paralysées dans une grande partie de la ville de Goma. Par exemple, au centre-ville, tous les magasins sont restés fermés toute la journée. Sur d'autres avenues, seules les officines pharmaceutiques étaient ouvertes. L'appel à la journée ville morte a été lancé par la société civile. La société civile ville de Goma a pensé que nous ne pouvons pas rester insensibles et nous devons soutenir nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants, n'est-ce pas, qui sont en train d'être tués, lâchement tués dans la ville de Beni, sous la barbe de la MONUSCO et sous la barbe des FARDC qui sont d'ailleurs en nombre presque de 20 000 dans la zone. Un appel qui a eu son écho, les marchés, écoles et banques étant aussi restés fermés. Tout le monde soutient ces marches de pacification, de façon que nous ne voulons plus la MONUSCO. Il y a beaucoup de tueries. Il n'y a pas de jour qu'on a tué un échangeur à Goma. Nous interpellons que le président de la République puisse prendre la sécurité au niveau de l'Est. Lors de sa campagne, quand il passait pour la campagne, il disait qu'il va mettre sa base au niveau de Beni, au niveau de l'Est. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien qu'il a déjà fait. La circulation n'est pas intense comme d'habitude. Elle a été totalement perturbée la moitié de la journée au quartier Katindo. Sur l'axe Goma-Sake, les jeunes en colère ont bloqué la route, déversé des poubelles et placé des obstacles sur la chaussée, perturbant ainsi la circulation. La police a utilisé du gaz lacrymogène et des tirs de sommation pour rétablir l'ordre. Vers la fin de la journée, la circulation est redevenue normale. Les mouvements citoyens ont promis d'intensifier leurs actions pour obtenir la réponse des autorités face aux tueries perpétrées dans la région de Beni. Charlie Kassereka pour VOA Afrique, Goma. Jeudi, le Conseil souverain et le gouvernement ont adopté une loi selon laquelle le parti du Congrès national NCP est dissous et tous ses biens confisqués conformément aux revendications du mouvement de contestation qui a obtenu en avril la destitution d'Omar El-Béchir puis réclamé l'instauration d'un pouvoir civil. Premièrement, elle annule simplement toutes les lois relatives à l'ordre public qui, nous le savons tous, ont un impact sur toutes les familles ou la plupart des familles soudanaises, en particulier celles appartenant à certaines classes sociales qui ont été victimes de préjudices plus que d'autres en raison de l'application de ces lois. La loi interdit entre autres aux symboles du régime ou du parti de l'ancien président de participer à la vie politique du pays pendant 10 ans. Deuxièmement, et le point le plus important d'ailleurs, est qu'elle vise à reconstruire l'État soudanais en démantelant le régime du 30 juin et en mettant fin au renforcement du pouvoir. Elle dissout cependant directement le parti du Congrès national et confisque tous les avoirs et tout l'argent appartenant au parti et à toute autre institution qui en font partie. Ces avoirs seront sous le contrôle du ministère des Finances et de la Planification économique. Un comité devra être formé pour confisquer les biens du NCP selon le texte intitulé « Démantèlement du régime du 30 juin 1989 », date à laquelle Béchir a pris le pouvoir par un coup d'État soutenu par les islamistes. Saharatou Ahmed Manga colore ses pieds et ses mains avec du henné. Elle doit se marier bientôt. C'est la coutume dans le nord du Nigeria, majoritairement musulman. Ici, la tradition en matière de mariage, c'est d'abord la dot, la somme que le fiancé verse à la famille de la future mariée. Dans l'islam, la dot doit être payée avant le mariage. Elle existe depuis l'époque du prophète Mahomet, paix soit sur lui, et nous continuons la pratique. De plus en plus, des Nigérians condamnent cette pratique jugée dégradante envers les femmes, ramenées à des simples objets à vendre.
Tout au début, cette question de la dot était comme une plaisanterie entre le futur mari et sa belle famille. Dans la plupart des cultures, c'était une petite chose dont le monde pouvait s'acquitter. Avec le temps, c'est devenu si coûteux que la plupart des gens ne peuvent pas se le permettre. C'est un sujet de préoccupation. C'est donc comme si on utilisait la dot pour classer les gens par rang social. Se marier au Nigeria est une grosse affaire. D'ailleurs, l'industrie du mariage ici génère des millions de dollars. Mais pour beaucoup de gens ici au Nigeria, ce n'est pas la mode ou le glamour qui symbolise un mariage. C'est le paiement de la dot. Et si la dot n'est pas payée, le couple n'est pas marié. Je pense que c'est juste. Je pense que c'est la seule façon d'amener une femme à apprécier l'amour que tu as, de montrer à quel point tu l'aimes. Et pour la plupart des familles nigérianes, toutes religions confondues, le mariage n'est valable et célébré que lorsque la dot est payée. Comme quoi, les traditions ont la peau dure. La déclaration écrite d'Abdel Abdelmadi a été accueillie par des acclamations sur la place Tahrir à Bagdad, où les foules se sont amassées depuis début octobre contre une classe dirigeante jugée corrompue et inefficace. Malgré ce revirement de la situation, dans la rue, les manifestants n'en démordent pas. Ils veulent la fin du système politique conçu par les Américains après la chute en 2003 de Saddam Hussein et désormais sous la mainmise de l'Iran. Nous ne partirons pas, nous resterons. Vous pouvez tuer 10, 100, 1000 personnes. Nous resterons ici, nous ne bougerons pas. Peu importe si vous utilisez des gaz lacrymogènes, des bombes assourdissantes, des tireurs d'élite ou des balles réelles. Aujourd'hui, nous voulons construire un nouvel Irak. Et comme l'a dit l'autorité chiite dans son sermon, l'Irak n'est pas ce qu'il était le 17 octobre, ce qui signifie que ce gouvernement est corrompu, illégal et doit disparaître. Ce mouvement populaire est le plus important que l'Irak ait connu depuis des décennies, mais aussi le plus meurtrier avec plus de 400 morts et 15 000 blessés dans la capitale et dans le sud à majorité chiite. La désobéissance civile continue de bloquer écoles et administrations. Pendant des semaines, Al-Sistani avait appelé à la retenue lorsqu'il s'agissait des manifestants et avait exhorté les partis politiques à se montrer sérieux en matière de réforme. La temporisation qui est le moyen approprié pour surmonter la crise actuelle de manière pacifique et civilisée dans le cadre de la Constitution coûtera un lourd tribut au pays et tout le monde le regrettera. Aujourd'hui encore, un Irakien sur 5 vit sous le seuil de pauvreté et le chômage des jeunes a atteint un niveau record dans tous les pays. C'est avec FAST que le concours des Young Positives s'est tenu à Kampala ce mois-ci. La danse et la mode étaient au rendez-vous. En plus de montrer la beauté des participants, l'objectif principal était de lutter contre la discrimination des jeunes séropositifs. Si vous êtes séropositif, vous êtes un cadavre qui marche ou vous êtes dans la promiscuité. Nous essayons donc de changer cette idée en disant que les jeunes vivant avec le VIH ou les personnes vivant avec le VIH sont des êtres humains. Nous voulons que la communauté les accepte. La sensibilisation sur la prévention du VIH est également un élément clé de ce concours de beauté. Selon l'ONU-SIDA, environ 6% des Ougandais sont séropositifs, l'un des taux les plus élevés d'Afrique de l'Est. Près du tiers des 53 000 nouvelles infections recensées en 2018 étaient des jeunes âgés de 15 à 25 ans, un groupe qu'il faut cibler dans la sensibilisation si on veut enrayer la propagation du virus. Comment le message est porté et qui porte ce message, c'est important. Et avec la génération actuelle, la mode, la musique, le travail avec des célébrités est un bon moyen pour transmettre le message aux jeunes. Et nous trouvons cela très attrayant. Vous pouvez voir la participation. Timothy Kabogoza est un tailleur âgé de 19 ans. Lui et son frère sont nés séropositifs. Il a essayé de garder le secret pour se protéger des moqueries de ses amis. Franchement, j'essaie de cacher cela, mais chaque fois que je reviens dans ma chambre, je me dis, mon Dieu, ce gars-là a dit quelque chose. La participation au concours de beauté des Young Positives a renforcé la confiance de Kabogoza. Cette année, il est arrivé à la 2e place. Il souhaite transmettre un message d'optimisme à d'autres jeunes séropositifs. Prenez vos médicaments et arrêtez de vous culpabiliser. En République démocratique du Congo, le budget alloué au ministère de la Culture et des Arts équivaut à moins d'1% du budget national,
soit un peu plus de 21 millions de dollars. Comment transformer le secteur en puissance génératrice de revenus ? Une organisation de coopération culturelle belge, Africalia, a financé une étude menée sur 5 mois dans 3 pôles culturels du pays, Kinshasa, Goma et Lubumbashi. Le nombre d'emplois, le chiffre d'affaires, le modèle économique développé ou pas, la question des droits d'auteur, la question des marchés. Donc c'était vraiment important d'avoir ces données-là. On a pris 27 entreprises culturelles, structures culturelles à Kinshasa, Lubumbashi et à Goma qui font au total 3 500 000 dollars américains. Moustache Mourania est un acteur de l'industrie culturelle et créative heureux. Ce photographe basé à Lubumbashi a commencé par la peinture à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa et réalise également des vidéos ou s'essaie au jeu d'acteur. Le jeune homme parvient, fait rare, à vivre de son art. Par exemple en Zambie, pour aller faire un shooting de magazine, ils avaient besoin d'avoir le même style qui est sur mon Instagram. J'arrive comme ça, je fais le travail, je gagne mon argent, je prends l'avion, je rentre. Mais tout n'est pas si simple. Parmi les obstacles que rencontrent les jeunes entrepreneurs, les impôts. Pendant qu'on est en train de souffrir, de galérer, de se battre, même des fois, on essaie de mettre même le nom de studio à l'extérieur. Chaque jour, on a un ministère de ça, on est de l'inspection de ça. Chaque jour, on veut qu'ils nous bouffent de l'argent. Autre difficulté, un faible pourcentage des quelques 80 millions de Congolais bénéficient d'Internet. 2 gigas, ça te prend 16 heures. Imagine un peu, donc on est coincé et tu passes pour un moins professionnel. Des actions et des mesures que Moustache Mourania appelle de ses voeux, mais qu'il n'a pas attendu, lui qui a financé ses premiers et coûteux appareils photo en vendant ses tableaux. Et j'ai travaillé, j'ai pris des cours, j'ai participé à des masterclass, j'ai payé des masterclass en ligne. Tout ça, c'est que je voulais que ça paye un jour. Et aujourd'hui, ça paye. Je vis qu'il y a de la photographie. Le développement de la culture était le 19e des 20 piliers de priorité présentés par le président Tshisekedi lors de son allocution au gouverneur en mai dernier. Anastasie Tudièche, VOA Afrique, Kinshasa. L'histoire est celle d'Aïcha, une laitière peule confrontée à l'extrémisme religieux en Afrique subsaharienne. Séparée de sa sœur lors d'une attaque ayant décimé son village, elle part à la recherche de Zeynab, sa cadette enlevée par une bande d'insurgés. Obligée de s'adresser aux responsables de leur séparation, elle vit le sort des femmes affectées par la violence, l'exploitation, les viols et les mariages de fillettes. Il était important pour nous de faire ce film parce que souvent, en particulier en Afrique, il y a tellement de choses qui se passent que des réalités comme celle-là sont de plus en plus poussées au second plan dans les journaux et dans la conscience publique. Nous avons donc besoin d'un narratif et d'une documentation visuelle de ce qui se passe pour rappeler aux gens que le fait de ne pas entendre parler tous les jours de ces problèmes ne veut pas dire que la situation n'est pas aussi grave et tragique. Ce film, qui juxtapose les couleurs et la beauté de la culture peul Hausa, est une représentation des épreuves traversées par les victimes de violences. Inspiré de l'image de 2 laitières peul immortalisées au dos du billet de 10 naira, le film permet d'actualiser le contexte et de mettre en garde contre les dangers de l'extrémisme. Cette réalité est généralement mise en lumière lorsque vous entendez parler de campagnes comme Bring Back Our Girls. Mais la vérité est que le problème est actuel et nous devons arriver au point où nous disons « cessez de prendre nos filles car c'est ce qui se passe en ce moment ». Nous constatons que les histoires changent. C'est à la fois réconfortant et encourageant. Bien sûr, nous prévoyons de faire beaucoup plus. Nous ne nous limiterons pas qu'au Nigeria. Pour Madame Alakidja, il faut apprendre aux femmes à pêcher au lieu de simplement leur donner le poisson. Cet objectif d'autonomisation fait partie de la vision de l'initiative Spotlight, un effort mondial sans précédent qui vise à mettre un terme à toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. Nous disons souvent qu'une femme sur 3 est victime de violences au cours de sa vie, mais nous devons aller au-delà, prendre en compte le coût humain et voir le visage humain de cette violence pour pouvoir passer à l'action. À ce jour, la violence à l'égard des femmes et des filles constitue l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues au monde. Dili Diko, VOA Afrique, New York. Et bonsoir à tous. Effectivement, Gianni Infantino veut une ligue africaine et $1 milliard pour les stades sur le continent. Le président de la visite l'a affirmé lors d'une visite à Lubumbashi, en RDC, donc à la faveur des 80 ans du tout-puissant Mazembe.
Aux côtés de Moïse Katumbi, président du TP Mazembe, et de Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football, Infantino a souhaité la création de cette ligue avec les 20 meilleurs clubs d'Afrique. Il estime qu'une telle organisation peut générer au moins 200 millions de dollars de revenus. Selon Infantino, l'enjeu est d'arrêter le départ des joueurs africains vers les autres championnats. Il est arrivé ce vendredi à Brazzaville. Et puis, la FIFA a suspendu l'ancien patron du foot centrafricain, Patrice Edouard Ngaïsona, écopé de 6 ans et 8 mois d'interdiction de toute activité liée au football. La Chambre d'éthique de la FIFA a reconnu l'ancien président de la Fédération centrafricaine de football coupable d'avoir enfreint le code d'éthique de l'instance qui impose, entre autres, un devoir de neutralité. Ngaïsona est inculpé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour son rôle présumé dans la guerre civile en Centrafrique entre décembre 2013 et décembre 2014 au moins. En Europe, l'entraîneur d'Arsenal, Unai Emery, a été viré pour insuffisance de résultats. Arsenal n'a gagné aucun de ses 7 derniers matchs, sa pire série depuis 1992, et s'est encore incliné hier en Ligue Europa contre Francfort 2-1. Depuis son arrivée à l'été 2018 en provenance du PSG, le technicien espagnol a amené les Gunners en finale de la Ligue Europa, perdu face à Chelsea. Il n'a pas réussi à ramener le club en Ligue des Champions. Unai Emery laisse son équipe à la 8e place de Premier League. Son adjoint Freddy Lubek assure l'intérim. Retour sur le continent pour parler d'athlétisme et direction le Kenya pour faire connaissance avec un champion, Timothy Cheruiyot, né à 17 km de Nairobi. L'athlète kenyan de 24 ans est parti de là pour se faire admirer à travers le monde. Champion mondial des courses des demi-fonds, il s'apprête pour un nouveau défi, les Jeux Olympiques. Portrait. C'est ici que tout a commencé pour Timothy Cheruiyot sur ses routes caillouteuses d'Ongata-Rongai. À l'époque, le petit Timothy courait de sa maison jusqu'à son école primaire. Il a ensuite prouvé au niveau régional au secondaire. Lors des essais pour les championnats du monde des moins de 20 ans en 2014, Cheruiyot s'est classé 3e, échouant à quelques secondes de son rêve. Seuls les 2 premiers ont été retenus. Le jeune de 18 ans avait pourtant impressionné un spectateur, Ben Ouma, qui deviendra plus tard son coach. Voici un très fort gars du village avec un style de course très robuste, non pollu, non coordonné et qui a terminé 3e. Sans entraînement adéquat, sans technique appropriée, c'est alors que l'intérêt est venu que s'il pouvait courir comme ça et qu'il n'ait gagné rien sans que personne ne l'ait poli, pourquoi pas? Et il n'a pas eu tort. Cette année, son protégé a remporté le trophée de la Diamond League pour la 3e fois consécutive. En octobre, il a enlevé sa première médaille d'or au championnat du monde de 1500 mètres à Doha. J'étais sûr qu'un jour je serais un athlète professionnel parce que mon entraîneur Ben m'a toujours motivé. Il m'a dit que j'allais réussir, il m'a prodigué de bonnes méthodes d'entraînement puisque l'entraînement ici est impeccable. Fin de ce journal, bonsoir.